Secs comme de la paille, aux abords des forêts, les herbes sont sèches, ce qui peut être dangereux par temps de forte chaleur. Si il n'y a pas de pluie dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, la végétation du talus va commencer à griller, à sécher. Et puis donc on aura du combustible au sol et un apport de feu accidentel peut communiquer le feu. Et avec la pente, le feu va monter le versant, va prendre des branches basses d'abord, et puis après monter dans la canopée et le feu va partir. Certains arbres autour commencent eux aussi à sécher, ce qui pourrait accélérer la propagation des flammes. Le risque par communication d'un mégot ici ou d'une étincelle communiquerait le feu à un tas de branches très très sèches. Et si le feu revient là-dedans, ça fait des vrais brasiers. Et ça communique aux arbres voisins, les épicéas, les sapins qui sont autour. Chaque année, l'Office national des forêts travaille en collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours. Les pompiers se tiennent prêts avec du matériel adapté, comme ce camion d'une capacité de 4000 litres d'eau. On a sur ce véhicule-là un espace qu'on appelle la cabine qui est sécurisé, avec un ensemble de dispositifs comme une autoprotection où vous avez un certain nombre de buses qui viennent asperger le véhicule, qui viennent asperger les roues. Le véhicule est capable d'avancer même s'il est pris par un incendie. Il y a un dispositif d'air respirable en cabine qui permet que si les sapeurs-pompiers se réfugient à l'intérieur, ils peuvent quand même avoir pendant quelques minutes de l'air pour pouvoir résister en fait aux fumées. 9 feux de forêt sur 10 seraient d'origine humaine. Ils peuvent se déclencher n'importe où. Il est donc important de rester vigilant. Pas jeter son mégot par la fenêtre. Quand on fait un barbecue avec des amis, éviter de le faire en proximité d'herbes sèches. Avoir à l'esprit que quand on utilise un outil générateur d'étincelles, vous voyez ce qu'on a à proximité, peut-être avoir un moyen de protection de type extincteur qui peuvent nous aider à éviter ou contenir en fait le départ de feu pour éviter un développement catastrophique. En Moselle, 800 sapeurs-pompiers sur les 5000 que compte le département sont formés aux feux de forêt. Dès ce week-end, des patrouilles de forestiers vont se mettre en place. Ils effectueront des rondes avec un véhicule armé de 600 litres d'eau. Perché à 1210 mètres, le jardin d'altitude du Haut-Châtelet à Xauruy-Longemer est en pleine mutation. Parce que là, on n'est plus tout dans le climat normal des Hauts-de-Vosges. Sous ce soleil implacable, les plantes du jardin botanique se languissent de ces hivers enneigés et étés humides qui faisaient la caractéristique du climat de montagne. 16 000 visiteurs ont parcouru les allées l'an dernier pour admirer ce fragile patrimoine. C'est très important de collectionner les plantes et de prendre soin qu'ils restent, qu'ils ne s'en vont pas. C'est très beau, beaucoup de travail, je pense. Balayée par le vent, la terre se dessèche trop vite et les jardiniers cherchent toutes les astuces pour conserver les 2500 espèces qui y ont pris racine, des plantes issues des massifs montagneux du monde entier. Dans un premier temps, on déplace les espèces les plus sensibles, on les rapproche dans les endroits un peu plus ombragés au bord de l'eau. Et après, c'est irrigation, mais vraiment strict minimum quand même, parce qu'on est aussi dans une logique de préservation des ressources naturelles. Ce qui fait qu'à terme, on réorientera les collections vraiment vers des espèces beaucoup plus adaptées aux étés chauds et secs. Dans cette optique de valorisation et de préservation, ce mardi matin, ce photographe est arrivé du jardin botanique de Nancy pour prendre des clichés des espèces en floraison qui, de juin à septembre, offrent leur plus beau profil. Le but, c'est d'avoir une photographie à un instant T de la flore locale et de mémoriser en fait cette image-là, toutes les espèces qui étaient présentes à cette période et d'enrichir la base de données. Mais force est de constater que le changement climatique fait des ravages. Dans la pépinière du Haut-Châtelet, 2000 boutures de ces pulsatilles Cherfeli, pulsatilles des crêtes endémiques du massif, sont chouchoutées. Ces exemplaires matures sont fanés, mais quelques semaines plus tôt, on pouvait en voir entre la Schlourte et le Ballon d'Alsace. D'année en année, cette fleur blanche perd du terrain. On a travaillé avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine à un projet de renforcement des populations de cette pulsatille sur la partie nord de la crête, c'est-à-dire au nord du col de la Schlourte. Donc ces graines ont été récoltées l'an dernier durant l'été. Et le but, c'est de les mettre en culture au jardin du Haut-Châtelet, de faire du semis, du repiquage, vraiment de la multiplier en vue d'une réintroduction.
La pulsatile souffre du changement climatique, mais surtout de la mutation du milieu naturel qui se referme. Myrtillers, calunes et arbustes ont été débroussaillés pour lui laisser une chance de retrouver sa place. Action similaire avec ces saxifrages, œil de bouc, qui étaient communs il y a quelques années et dont on ne trouve la présence que sur 2 secteurs du massif jurassien en France. Les jardins botaniques travaillent en réseau pour maximiser leurs chances et conserver des spécimens qui subissent les effets de la théorie de Darwin, chaque jour un peu plus. Il n'a de moderne aujourd'hui que son nom. Situé dans le centre historique de Troyes, ce bâtiment du début du XXe siècle était autrefois un cinéma, puis une salle polyvalente pour les associations. Il est aujourd'hui mis en vente. On ne peut pas multiplier à l'infini les acquisitions, les extensions des bâtiments communaux. Donc à un moment, il faut savoir faire des choix. C'est un bâtiment qui est très bien situé, mais c'est un bâtiment également qui a été conçu, rénové dans les années 80, qui ne présente pas beaucoup de garanties thermiques et dans lequel il aurait fallu faire d'importants travaux. Ces travaux ont tardé à les faire pour des raisons financières complètement évidentes. Et comme par ailleurs nous avons été sollicités par des investisseurs privés qui souhaitent y créer du logement dans un endroit qui est plutôt intéressant, la tête du bouchon de Champagne, il nous a semblé opportun de le mettre en vente. Le bâtiment principal comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et une cour extérieure pour une superficie totale de 488 mètres carrés. Prix de vente minimum 230 000 €. C'est pas une opération de gré à gré, c'est-à-dire c'est pas la ville qui vend à une personne déterminée, c'est la ville qui fait faire une estimation par les domaines, ce qui fixe à une fourchette de prix de vente et qui ensuite lance une communication pour que d'éventuelles personnes intéressées nous fassent une offre. Il y a un minimum financier à franchir, bien évidemment, c'est l'estimation des domaines. Après, le prix proposé est évidemment un critère important. Mais ce qui compte également, c'est ce qu'on va en faire. On est dans un quartier très résidentiel. On tient absolument à conserver la quiétude de ce lieu. Imaginez que demain, on nous propose de racheter le lieu pour en faire une boîte de nuit. Bien évidemment, nous dirons non. Voilà. Donc, on tient absolument à respecter le calme dans le quartier. Une mise en vente qui signe donc la fin du moderne. On souhaite pouvoir implanter un maximum d'habitants dans la tête du bouchon de Champagne, leur offrir un cadre de vie qui soit agréable. On ne peut pas tout mettre sous une cloche, on n'est pas un musée, la ville elle doit continuer à vivre, elle doit continuer à se renouveler. Et si effectivement des Troyens, mais des Troyens déjà très anciens, ont pu danser au moderne ou regarder des séances de cinéma, ça commence à dater quand même, ça fait vraiment plusieurs décennies. Le moderne devrait être vendu d'ici la fin de l'année, date limite de réception des offres, jeudi 13 juillet à 17h. On la surnomme la Greta Thunberg française. Et elle est bien mosellane. À 14 ans, Julie se qualifie comme activiste de l'environnement. Pendant le confinement, elle décide de créer un compte Instagram pour sensibiliser jeunes et moins jeunes aux questions environnementales. C'est vrai que quand on a en face de nous un grand scientifique qui utilise des mots scientifiques extraordinaires, vraiment compliqués, on n'a pas forcément envie de chercher plus, on écoute et on va pas forcément retenir. Alors c'est vrai que j'essaie vraiment de faire, par exemple pour mes posts, le saviez-vous, des contenus assez courts et très simples à comprendre et à retenir. Je me limite à rien, j'essaie vraiment d'aborder le plus de thèmes possible et tant que moi j'y vois de l'intérêt, je continue. Aujourd'hui, son compte cumule plus de 32 000 abonnés. Depuis 2020, elle a entamé une routine zéro déchet qu'elle applique quotidiennement. Mes éponges réutilisables, aussi appelées tawashi, que je fabrique toute seule. Et alors ça sert à quoi ? Du coup, en fait, c'est des éponges, c'est comme les éponges, c'est pour remplacer les éponges. Et ça, c'est fait avec des collants usagés, des chaussettes. Et du coup, ça permet déjà de ne pas les jeter. Et c'est vraiment réutilisable à l'infini, on peut même le mettre à la machine. Quand elle n'est pas sur les écrans à faire passer des messages, Julie retrouve les bancs de l'école. C'est une des ambassadrices du développement durable dans son collège, pilotée par sa professeure de sciences et vie de la Terre, qui salue son travail sur les réseaux sociaux. Il est déjà très bien fait, elle met tout un tas d'informations sur le développement durable, des petites choses aussi à savoir, le saviez-vous sur des animaux, des végétaux. Comme elle fait partie des éco-délégués, peut-être qu'elle se sert des fois de ce qu'on voit en classe, en club éco-délégué. À l'avenir, Julie souhaite que la gestion des réseaux sociaux devienne son métier et qui sait peut-être, elle pourra faire perdurer son compte Instagram.
Une venue de ministre de l'économie pour la pose d'une première pierre et la plantation symbolique d'un arbre, cela met en relief l'importance du dossier. Le leader mondial de la cosmétique Clarins installe donc sa nouvelle usine à Sainte-Savine sur 13 hectares et demi, 135 millions d'euros d'investissement. La nouvelle économique est tombée début février, mais l'unité de production sort déjà de terre. C'est un vrai modèle d'implantation industrielle. Modèle d'abord parce qu'il y a une coopération exemplaire entre l'État et les élus locaux. Modèle de rapidité, c'est très important de développer ces sites industriels rapidement. Modèle en termes de nombre d'emplois, 300 emplois industriels. Et puis modèle environnemental, parce qu'on ne peut plus construire d'usines sans respecter strictement, rigoureusement l'environnement. Oui, c'est un choix patriote parce que j'ai vu, hélas là aussi, beaucoup trop de grandes entreprises françaises qui disaient écoutez, on garde le siège social en France, donc on est très content, on dit qu'on est une entreprise nationale, mais on délocalise tous les emplois à l'étranger. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des emplois, de l'activité, des usines, des postes d'ouvriers, des postes d'ingénieurs sur notre territoire. Avec son site troyen, Clarins veut se doter de la même usine que sur son site historique de Cergy-Pontoise. L'objectif est de doubler le chiffre d'affaires de la marque d'ici 2030. L'agglomération a remporté la mise grâce notamment à l'engagement politique et financier. Le but, se montrer le plus attirant possible. Le choix troyen a été parmi d'autres villes de France. Donc on l'a choisi en connaissance de cause. Avec pourquoi on l'a choisi Troyes ? Pour son agglomération, pour son accueil, pour l'ensemble de ses services. Non, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait très bien qu'ils envisagent de faire toute une formation très importante pour l'emploi. Et donc ça a aussi été important pour nous. Le dossier Clarins qui aboutit doit pour le territoire servir de vitrine pour les projets futurs. Le modèle économique du secteur basé il y a encore 40 ans sur le textile se réinvente. On travaille dès à présent sur la conquête de 300 hectares pour attirer de nouvelles entreprises. Il faut savoir que l'arrivée de Clarins, une entreprise prestigieuse, une marque magnifique, elle crée des petits. On a déjà beaucoup de demandes, beaucoup de touches. On a encore la possibilité d'en accueillir quelques-uns. On a encore, comme l'a dit le ministre de l'économie tout à l'heure, la possibilité par le bassin d'emploi de répondre à leurs demandes de collaborateurs. Mais il va falloir qu'on soit ambitieux sur la formation, ambitieux sur le travail avec la région notamment pour permettre de répondre aux demandes des entreprises. Et c'est aussi le point de départ, me semble-t-il, d'une reconquête d'une grande ville comme nous, qui a beaucoup souffert par le passé et qui aujourd'hui peut regarder fièrement et avec optimisme l'avenir. D'après l'agglomération, après Garnica, déjà installée, et avant Clarins opérationnel en 2024, 2 grandes sociétés spécialisées dans le luxe se montrent intéressées pour s'installer sur le territoire.